Chapitre 3. La vente. Les gens n'aiment pas qu'on leur force la main, mais ils adorent acheter. Jeffrey Gitomer, auteur du Petit livre rouge de la vente. Toute entreprise doit finir par vendre ce qu'elle propose. Avoir des millions de prospects ne suffit pas si personne ne finit par sortir sa carte bancaire en disant « j'en prends un ». Le processus de vente commence par un client potentiel et finit par un client qui paie. Pas de vente, pas de business. Les meilleures entreprises du monde gagnent la confiance de leurs prospects et les aident à comprendre pourquoi leur offre mérite qu'ils l'achètent. Personne ne veut prendre une mauvaise décision ni se faire avoir. C'est pourquoi la vente consiste essentiellement à aider le prospect à comprendre ce qui est important et à le convaincre que vous êtes capable de tenir vos promesses. Après la vente, un nouveau client est enthousiaste et votre compte bancaire mieux garni. La transaction. Il n'y a qu'un seul patron, le client. Et il peut virer tout le monde dans l'entreprise, du président jusqu'au plus petit employé, simplement en dépensant son argent ailleurs. Sam Walton, fondateur de Walmart, géant américain de la distribution. Une transaction est un échange de valeurs entre au moins deux parties. Si je possède quelque chose que vous voulez et si vous possédez quelque chose que je veux, nous avons tout intérêt à accepter de commercer ensemble. La transaction est le moment décisif de tout business. La vente est le seul moment où l'argent afflue dans l'entreprise, ce qui fait de la transaction une opération de la plus grande importance. Les entreprises survivent en faisant rentrer plus d'argent qu'elles n'en dépensent, et cela est impossible sans vente. Vous ne pouvez opérer des transactions qu'avec des choses qui sont économiquement valables. Voir la partie sur les compétences économiquement valables. Si vous ne possédez rien que vos clients potentiels puissent vouloir, ils ne vont rien vous acheter. Cela peut paraître évident et pourtant il est étonnant de voir le nombre de chefs d'entreprise qui se lancent sur le marché sans avoir une offre susceptible de répondre à un besoin ou un désir des consommateurs. D'où l'importance de développer et de tester une offre viable minimale. C'est le meilleur moyen de savoir si vous avez créé un produit ou un service doté d'une valeur économique suffisante pour engendrer des ventes avant d'y investir toutes vos économies. Lorsque vous démarrez une nouvelle activité commerciale, votre objectif est d'arriver aussi rapidement que possible au moment où vous réalisez votre première transaction rentable. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où votre projet devient vraiment une entreprise. Les concepts abordés dans ce chapitre vont vous aider à réaliser des transactions rentables qui satisfont les deux parties. La confiance. Le secret de la vie est l'honnêteté et la loyauté. Si vous savez les simuler, vous avez gagné. Groucho Marx, comédien américain. Voici ma proposition. Envoyez-moi dès aujourd'hui un chèque de 100 000 € et dans 10 ans, je vous donnerai les clés d'une somptueuse villa à Amalfi sur la côte méditerranéenne dans le sud de l'Italie. Vous ne pouvez pas voir à quoi elle ressemblera, vous ne pouvez pas visiter de maison témoin, vous n'entendrez plus parler de moi jusqu'à ce qu'elle soit construite. Si la villa ne vous plaît pas, vous ne pouvez pas vous faire rembourser. Vous signez ? À moins d'être extrêmement confiant de nature et de ne pas savoir quoi faire de votre argent, vous n'allez probablement pas signer ce contrat. Après tout, comment pouvez-vous être sûr que je puisse vous construire une villa aussi splendide avec vue sur mer pour une somme aussi dérisoire ? Comment pouvez-vous avoir la certitude que je ne vais pas juste prendre l'argent et disparaître ? Vous ne pouvez pas. C'est pourquoi vous ne signerez jamais un chèque pour une villa que vous n'avez pas vue. À moi, ni à personne d'autre d'ailleurs. Inversons la situation. Supposons que je sois capable de construire cette villa et que vous soyez intéressé pour l'acheter. Serait-il judicieux de ma part d'acheter le terrain, de réaliser les fondations et de démarrer la construction sans être sûr que vous avez l'argent pour me payer ? Certainement pas. Si l'affaire n'aboutit pas, je serai obligé de trouver un autre client ou de supporter les frais.
Sans un minimum de confiance entre les parties, une transaction ne peut pas s'opérer. Quelles que soient les promesses faites et aussi prometteuses que semble l'affaire, aucun client ne sera prêt à dépenser son argent durement gagné s'il n'est pas convaincu que vous êtes capable de tenir vos promesses. De même, il n'est pas raisonnable d'accepter un paiement à crédit d'un client que vous ne connaissez pas. Se construire une solide réputation au fil des années en pratiquant des échanges commerciaux équitables et honnêtes est le meilleur moyen de développer la confiance. Vous pouvez aussi utiliser différents services pour montrer que vous êtes digne de confiance. Des organismes tels le Better Business Bureau, une agence qui s'établit comme un intermédiaire de confiance entre acheteurs et vendeurs, les agences de notation et ou d'évaluation de votre situation financière, et encore des dispositifs financiers comme les comptes bloqués, existent pour contribuer à surmonter un manque de confiance initiale entre les parties dans le cadre d'une transaction. Ces systèmes lèvent une importante barrière mutuelle à la conclusion d'une vente. Sans eux, de nombreuses transactions n'auraient jamais lieu. Plus il est facile de prouver que vous êtes digne de confiance et de vérifier que l'autre partie l'est également, plus la transaction a de chances de s'opérer et de satisfaire les deux parties. La zone d'accord. L'art du compromis, c'est savoir diviser un gâteau de manière que chacun soit persuadé d'avoir obtenu le plus gros morceau. Ludwig Erhard, homme politique et ancien chancelier de la RFA. La zone d'accord désigne la zone où les intérêts des parties coïncident partiellement. Imaginez les possibilités qui s'offrent à vous comme un cercle qui vous entoure. Vos prospects ont eux aussi un cercle de possibilités qui les entoure. Votre rôle est de trouver exactement l'endroit où ces cercles se rencontrent, ce qui est beaucoup plus facile si vous comprenez les besoins et les désirs de vos acheteurs potentiels. Considérez l'emploi que vous occupez actuellement ou le dernier que vous avez occupé. Selon toute probabilité, vous avez accepté ce poste parce que vous étiez disposé à assumer certaines fonctions et votre employeur était intéressé par votre candidature. Vous souhaitiez toucher un certain salaire et votre employeur était prêt à vous payer le salaire en question. Vos intérêts coïncidaient en partie, d'où l'emploi que vous avez décroché. C'est ce qu'on appelle une zone d'accord. C'est la même chose à chaque fois que vous effectuez un achat en magasin. Le distributeur a un produit que vous désirez, vous avez une certaine somme d'argent pour laquelle il est disposé à vous le vendre. Si vous ne désirez pas ce produit ou si le distributeur vous en demande un prix trop élevé à vos yeux, la transaction n'aura pas lieu. La zone d'accord est une condition préalable à tout type de transaction. Si les intérêts ne se recoupent nulle part, même partiellement, un prospect n'a aucune raison de faire affaire avec vous. Après tout, il serait absurde de payer plus pour quelque chose qui ne les vaut pas d'après vous. Alors pourquoi attendriez-vous de vos prospects qu'ils acceptent votre offre si elle ne vaut pas le prix que vous en demandez? L'alignement des intérêts est indispensable pour trouver une zone d'accord. La vente ne consiste pas à convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas dans son intérêt. Idéalement, vous devriez vouloir exactement ce que vos prospects veulent, à savoir la satisfaction de leurs désirs, la solution à leurs problèmes. Plus vos intérêts seront alignés sur ceux de vos prospects, plus ils feront confiance à votre capacité à leur donner ce qu'ils veulent. Il existe toujours de nombreuses voies qui mènent à une transaction, ce qui est l'essence même de la négociation. La négociation est le processus qui consiste à explorer différentes possibilités pour trouver une zone d'accord. Plus vous explorez de voies possibles, plus vous avez de chances d'en trouver une où les intérêts de l'ensemble des parties se rejoignent partiellement. Plus vous serez ouvert à différentes possibilités, plus vous serez susceptible de trouver une zone d'accord acceptable pour tout le monde. Le principe d'incertitude du prix. Tout ce que vous voulez dans la vie a un prix. Il y a un prix à payer pour améliorer les choses, un prix à payer juste pour les laisser telles qu'elles sont, un prix pour tout. Harry Brown,
auteur de Fail-Safe Investing. L'un des aspects les plus fascinants de la vente est ce que j'appelle le principe d'incertitude du prix. Tous les prix sont arbitraires et malléables. Déterminer un prix est toujours une décision fondamentale. Si vous voulez essayer de vendre une petite pierre pour 270 millions d'euros, vous pouvez. Si vous voulez quadrupler ce prix ou le diviser par 3000 une heure plus tard, rien, absolument rien, ne vous en empêche. N'importe quel prix peut être fixé à n'importe quel niveau, à n'importe quel moment, sans restriction. Le principe d'incertitude du prix a un corollaire important. Vous devez être capable d'étayer le prix que vous demandez avant qu'un client ne l'accepte. En général, les consommateurs préfèrent payer le moins possible pour obtenir ce qu'ils veulent, avec quelques exceptions notables dont nous discuterons ultérieurement dans les signaux sociaux. Si vous tenez à ce que vos prospects achètent votre offre au prix que vous avez établi, vous devez pouvoir leur fournir une raison qui justifie ce prix, voire la justification, concept abordé ultérieurement. Il est difficile d'argumenter pour vendre un diamant 270 millions d'euros, à moins qu'il s'agisse du célèbre Hope Diamond, un diamant bleu nuit de 45,52 carats chargé d'une longue et belle histoire. Le Hope Diamond est actuellement exposé au Muséum d'histoire naturelle de la Smithsonian Institution à Washington et il n'est pas à vendre. Mais si cette institution décidait de le vendre, elle pourrait facilement en demander 1 milliard d'euros. Qu'est-ce qui l'en empêche? Les ventes aux enchères montrent à l'œuvre le principe d'incertitude du prix. Les prix changent constamment, augmentant en proportion du nombre de personnes intéressées et de la somme que chacune d'entre elles est prête à débourser. En démarrant par une mise à prix très abordable et en autorisant les acheteurs potentiels à surenchérir, les ventes aux enchères sont un moyen efficace d'établir un vrai prix du marché pour un produit difficile à reproduire et qui ne ressemble à aucun autre déjà en vente. C'est la raison pour laquelle des produits rares comme le Hope Diamond, s'ils sont vendus, le sont généralement aux enchères. Le diamant le plus cher jamais vendu était le diamant de Cullinan Heritage, un diamant brut de 507,5 carats qui a été adjugé à 35,3 millions de dollars. Pas mal pour une pierre. Les 4 méthodes de tarification. L'argent est préférable à la pauvreté, ne serait-ce que pour des raisons financières. Woody Allen, cinéaste et acteur américain. Supposons que vous possédiez une maison que vous êtes prêt à vendre. Selon le principe d'incertitude du prix, il n'y a pas de limite. Le prix des maisons n'est pas étiqueté dessus, c'est vous qui le fixez. Supposons également que vous souhaitiez vendre votre maison le plus cher possible. Comment allez-vous faire pour fixer le prix le plus élevé qu'un client puisse accepter? Il existe 4 méthodes pour déterminer un prix. 1. Le coût de remplacement. 2. La comparaison avec le marché. 3. La valeur actualisée. Et 4. La comparaison de valeurs. Ces 4 méthodes de tarification vont vous aider à estimer la valeur potentielle de votre offre aux yeux des clients. La méthode du coût de remplacement établit un prix en répondant à la question « Combien le remplacement de cette chose coûterait-il » Dans le cas de la maison, la question devient « Combien coûterait la construction d'une maison comme celle-ci » Imaginez qu'une météorite tombe sur votre maison et détruit tout. Absolument tout. Combien vous coûterait l'achat d'un terrain similaire, les services d'un architecte qui dessine les plans, l'acquisition de matériaux identiques et l'embauche d'ouvriers du bâtiment pour reconstruire exactement la même maison. Faites le total, ajoutez une petite marge pour le temps et les efforts que vous consacrez à ce projet, et vous aurez une estimation de la valeur de votre maison. Appliqué à la plupart des offres, le coût de remplacement est typiquement un calcul déterminant le coût plus une marge. Déterminez le coût de création de votre maison, ajoutez la marge que vous souhaitez et fixez votre prix en conséquence.
La méthode de la comparaison avec le marché établit un prix en répondant à la question combien se vendent des choses similaires à celle-ci. Dans le cas de la maison, la question devient combien se sont vendues récemment des maisons comme celle-ci dans le quartier. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez probablement que d'autres maisons similaires à la vôtre se sont vendues au cours des 12 derniers mois. Elles ne sont certainement pas la réplique exacte de votre maison, mais lui ressemblent suffisamment pour autoriser la comparaison. Après avoir tenu compte de ces petites différences, vous pouvez utiliser le prix de vente de ces maisons comparables pour réaliser une estimation de la valeur de la vôtre. La comparaison avec le marché est un moyen très répandu de déterminer le prix d'une offre. Trouvez des offres similaires et fixez votre prix en conséquence. La méthode de la valeur actualisée détermine un prix en répondant à la question « Combien cela vaut-il si ça rapporte de l'argent sur la durée ?» Dans le cas de votre maison, la question devient « Combien cette maison rapporterait-elle tous les mois si vous la louiez pendant une durée déterminée et quelle somme cela représente-t-il aujourd'hui ?» Vous touchez des loyers tous les mois. Vous pouvez utiliser la formule de la VAN, valeur actuelle nette, pour calculer à quoi correspondent ces rentrées d'argent si vous les perceviez sous la forme d'une somme unique aujourd'hui. Imaginons que vous louez votre maison 2 000 € par mois pendant 10 ans avec un taux d'occupation de 95% et qu'en choisissant la seconde meilleure solution, concept abordé ultérieurement, cet argent vous rapporte 7% d'intérêt annuel. Vous obtenez une estimation de la valeur de votre maison. La valeur actuelle nette n'est utilisée que pour fixer le prix de biens susceptibles de générer des recettes continues, ce qui en fait une méthode très courante pour estimer le prix d'une entreprise à vendre. Plus l'entreprise génère de profits au fil des mois, plus elle a de valeur aux yeux de l'acheteur. La méthode de comparaison de valeur établit un prix en répondant à la question « Aux yeux de qui, en particulier, cette chose a-t-elle de la valeur ?» Dans le cas de la maison, cette question devient « Quelles caractéristiques de cette maison lui donneraient de la valeur aux yeux d'une certaine catégorie de personnes ?» Supposons que votre maison soit située dans un quartier sûr, à proximité d'une école privée très réputée. Ces caractéristiques lui donnent davantage de valeur aux yeux de familles avec des enfants en âge d'aller à l'école, surtout si elles veulent faire inscrire leurs enfants précisément dans cette école. Autre exemple, supposons qu'Elvis Presley ait possédé cette maison. Aux yeux de certaines catégories de personnes, des gens riches et fans du célèbre rocker, cette demeure possède une très grande valeur. Le fait qu'elle ait appartenu à Elvis Presley pourrait vous inciter à en demander facilement 3 fois ou 4 fois le prix que vous auriez fixé en l'estimant d'après le coût de remplacement, la comparaison avec le marché ou la valeur actualisée. En considérant les caractéristiques uniques de votre offre et leur valeur aux yeux de certaines personnes, vous pouvez demander des prix beaucoup plus élevés. La comparaison de valeur est le meilleur moyen de déterminer le prix de votre offre puisque la valeur d'une offre pour un groupe d'individus donné peut être élevée et donc justifier un prix plus élevé. Utilisez les autres méthodes pour commencer, mais attachez-vous à découvrir combien vaut votre offre aux yeux de la catégorie de personnes à laquelle vous espérez la vendre, puis fixez votre prix en conséquence.